Oui, alors, ce qui est d'abord très important, c'est que, ce que je sache, que c'était une invitation américaine. Donc, c'est que ce sont les États-Unis qui ont présenté l'intérêt de pouvoir collaborer avec le Congo, avec l'avènement de l'actuel président Félix Tshisekedi. Donc ça, c'est un élément important et c'est une bonne opportunité. Mais le vrai problème maintenant, c'est est-ce que la RDC va être à la hauteur de saisir cette opportunité pour la transformer en des intérêts qui vont booster le développement du Congo. Oui, c'est très important parce que le véritable boulot de traitement de notre problème, c'est de ne pas chercher à savoir sur quel pays le Congo est installé. Je vous dis que ce Congo est à copropriété depuis le 26 février 1885. Copropriété. On n'a pas encore quitté ces régimes. On n'a pas quitté. Il y a que les Congolais qui pensent avoir quitté. Non, on n'a pas quitté. Le Congo appartient à la fois aux Congolais, aux puissances et au reste du monde. C'est un. Le territoire congolais, c'est un territoire qui est constitué pour toutes les puissances, à copropriété. Donc, ce pays n'est pas seulement pour nous, c'est nous et les autres, selon les engagements pris. Et le régime Mobutu, c'était le modèle de régime pro-américain monté de toutes pièces en Afrique pour la protection des intérêts idéologiques et stratégiques du monde occidental. En Afrique, c'était le Zaïre. En Amérique latine, c'était le Chili de Pinochet. Et nous pouvons, dans une certaine mesure, considérer pour l'Asie, c'était le régime de la Corée, mais là, c'était plus sur une autre approche. Alors, c'est comme ça que pour le monde occidental, le Zaïre exprimait ou défendait leurs intérêts et il avait bénéficié de tout l'appui pour le faire partir. Mais l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL qui a été récupéré par le monde occidental pour être placé au pouvoir, arrivé, il va sortir un décor contraire. C'est-à-dire, le monde occidental, les Américains, il faut dire, nous nous sommes trompés. On croyait qu'il était devenu... il s'était revisé de ses visions lumumbistes des 60, 64, alors c'était une erreur. Et la suite, vous avez vu, on a éliminé le président Laurent Désiré Kabila, et comme l'Occident opère pour le cadre de la RDC, de cette méthode-là, ouvrir une crise, affaiblir le pays et déplacer la zone d'influence. La zone d'influence qui était la RDC ou le Zaïre va se déplacer vers le Rwanda. On va utiliser le Rwanda comme une fenêtre, oui, le Rwanda et l'Ouganda. Du point de vue politique, on va utiliser l'Ouganda, du point stratégique militaire, on va utiliser le Rwanda. Et c'est comme ça que même la guerre qui va éclater sous Laurent Désiré Kabila, qui va couper le pays à trois, donc cette guerre va être alimentée par l'Occident. C'est Bill Clinton, le président Bill Clinton, qui va se couper à 1000 morceaux pour arriver au bout de sa logique. Et le Rwanda va bénéficier d'un appui militaire très consistant pour surveiller le Congo comme une fenêtre sur le Congo. Cette émission, nous la présentons spécialement pour commémorer la date du 24 avril 90, qui est une date référentielle, sinon en tout cas pour la marche politique de notre pays. Vous vous souviendrez de cet grand événement, de ces grands discours historiques au cours desquels Mobutu plaira. Sur notre plateau, nous recevons M. Jean Akakiwa. C'est un chercheur spécialiste en relations internationales. C'est un chef de travaux. Avec lui, nous parlons 24 avril, les parcours d'une démocratisation de l'arme.
Bonsoir, M. Akakiwa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et surtout bienvenue à notre émission. Merci. Le 24 avril 90, effectivement, c'est une date historique, mais ça représente quoi pour vous et surtout pour l'histoire politique de notre pays? Oui, merci d'abord pour l'invitation à participer à cette émission, surtout à commémoration de cette date. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que représente la date du 24 avril 1990 pour l'histoire politique de la RDC. C'est vrai, c'est une date importante parce que moi je peux la considérer comme c'est les jours où la date, disons le jour où nous avons ouvert finalement la porte de la démocratisation dans notre pays. Il est évident que les parcours pour obtenir la démocratisation du système politique congolais zaïrois à l'époque est parti d'une période peut-être d'une décennie avant, autour des années 80. Mais si nous remontons même dans l'histoire un peu plus lointaine, c'est même à la veille de l'indépendance, parce que déjà entre 58 et 59, il y a eu des élections municipales ou communales, puis après, même à 60, juste avant le 30 juin, les élections qui ont permis la mise en place des institutions de la Première République, notamment l'élection parlementaire et même aussi l'élection du chef de l'État. Donc, il y avait déjà une démocratisation qui avait commencé, qui malheureusement ne va pas faire long feu parce qu'il va s'arrêter plus précisément le 15 septembre. Le 15 septembre, avec la destitution du Premier ministre Patrice Lumumba. Évidemment, l'acte était un acte qui visait les deux, mais au fond, on a compris que finalement, il ne visait que le Premier ministre parce que le président Kasavubu a dû continuer jusqu'au coup d'État qui est intervenu à 65. Mais au moins, les institutions démocratiques qui étaient issues des élections d'avril et mai 1960, ces institutions ont été mises en branle. Donc, c'est qu'on quittait les cadres démocratiques de la gestion du pouvoir au Congo. Finalement, on a versé dans des systèmes qui étaient placés de fait, qui ne venaient plus, qui n'émanaient plus de la volonté du souverain primaire, qui est le peuple. Alors, 90, il y a quand même un tournant nouveau qui arrive, plutôt 80 d'abord, avec l'union, plutôt avec les 13 parlementaires, je voulais dire, qui vont chercher à se démarquer. Pas en quittant le parti d'abord, c'était vouloir donner un peu de voix, arrimer, voilà. Un deuxième son de cloche, plusieurs courants dans le MPR. Ça a été reprimé. Finalement, vers les années 85-86, il y a eu des répressions. Vous vous souviendrez, pour Kasavubu, les arrestations, les déportations ou des relégations des leaders comme Kibasa, depuis 80, je crois, 80-81, au Katanga, juste à côté de l'aéroport de Luano, il était détenu là-bas. Il y a Etienne Tshisekedi qui est relégué dans son village de Kabiakamwanga, bien d'autres personnes. Mais on va peut-être y revenir, mais c'est finalement le 24 avril que le président Mobutu, cherchant à maîtriser le vent qui venait de la démocratisation de l'espace politique en Afrique, va chercher à s'accommoder, et tant bien que mal, mais au moins, ce qui représente la date, c'est que ça va être la date donc, du démarrage d'un système politique de type démocratique au Congo. Évidemment, c'est un bébé qui vient de naître. Mais M. Akakiwa, pourquoi Mobutu avait-il pleuré? Parce que au cours de son discours, lorsqu'il a prononcé cette phrase, que d'aucuns pensent que c'est la phrase assassine ou la plus grave erreur qu'aura commis Mobutu, quand il prononce « je décide de prendre congé du MPR pour qu'il se choisisse d'un nouveau », il s'est limité là, il a pleuré. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Que représente le larme de Mobutu? Bon, on peut en donner plusieurs lectures. Évidemment, nous ne saurons jamais ce que lui-même a senti des forts intérieurs. Nous pouvons lire ça à travers les comportements, à travers les contextes. Contexte politique d'abord, l'homme. Vous savez, l'homme, Mobutu, fit un homme politique, un téméraire politique. Un homme qui avait une grande vision des choses et il se voyait
un chef inamovible, et un chef qui allait peut-être mourir au pouvoir au Congo. Mais il se rend compte que il y a des pressions qui ne dépendent pas de lui, qui l'obligent à s'incliner. Il y a d'abord sur le plan d'homme. Cela peut aussi peser sur lui. Mais deuxièmement, sur le plan aussi institutionnel. Il savait que l'UMPR, c'était le parti que lui-même a érigé de toutes pièces, avec une vision tout à fait sui generis, qu'il voulait donner à un système politique zaïrois congolais, au Zaïre ou en République démocratique du Congo. Finalement, tout ce que lui, il a élaboré par un coup de baguette magique, tout cela va s'effondrer. Alors là aussi, on peut croire peut-être que c'est ce que l'a aussi piqué à outre mesure, à ne pas savoir maîtriser donc son émotion au moment où il citait sa célèbre phrase-là. Mais on peut aussi dire, du point de vue maintenant juridique, du point de vue constitutionnel, Mobutu peut-être savait aussi bien que le fait qu'il quittait la tête du impère, il quittait aussi la tête de la République. Parce que la disposition constitutionnelle était claire. La disposition constitutionnelle était que est élu président de la République le président du impère. Ce qui verrouillait la candidature pour d'autres personnes que celui qui était le président du impère. Parce qu'en réalité, lorsque nous allions pour élire les présidents, on n'allait pas élire les présidents, on allait élire le président du impère qui est d'office automatiquement, il est le président de la République. Alors peut-être Mobutu se disait aussi que est-ce que dans la salle, le public ne va pas réagir en me rappelant sur la piste constitutionnelle pour dire autant que maintenant de vous-même vous quittez l'impère, ça signifie avec ce corollaire, vous abandonnez la présidence de la République. Donc, et plus gradé comme Kitim à l'époque, qui était les secrétaires généraux du parti, du comité central, pouvait aussi en prendre acte pour dire, président, nous prenons acte que vous venez de quitter la tête du impère, c'est là, par voie de conséquence, vous quittez aussi la présidence parce que vous étiez élu président de la République du fait que vous étiez président du impère. Peut-être qu'il pouvait aussi avoir pensé à cet élément que dans la salle, bon, je sais que peut-être il a pris aussi des dispositions. Oui. Donc voilà un peu des interprétations qu'on pouvait faire, mais au moins, on a compris qu'il y a eu une charge émotionnelle qui a pesé sur lui pour effacer tout ce que lui-même avait érigé. Donc il était conscient que la suite des événements risquait de ne plus dépendre de sa personne, de lui. Et on a vu que dans la suite, il a tenté, tant bien que mal, à vouloir récupérer la situation, mais la situation devenait davantage de plus en plus insaisissable. Mais malgré ça, malgré son retrait du parti, mais tous ces leaders-là, ou ces collaborateurs, le suppléaient à revenir. Ils craignaient aussi, ils n'ont pas perçu cet aspect constitutionnel des choses pour qu'ils prennent effectivement acte, comme vous l'avez dit, et que Mobutu soit déchu de fait et de droit aussi. Bon, nous étions d'abord dans un régime autoritaire, autocratique, pour ne pas prendre l'expression simple, dans une dictature. Nous étions dans un système qui était centralisé à outrance et à travers la personne personnelle du chef de l'État, donc de Mobutu. Alors tout ça, ce sont des éléments qui ont peut-être pesé. Lorsqu'un système se met en place, sur quoi un système politique, il y a des ramifications qui vont très loin. Alors dans le cadre de la ramification, mais tout le monde sait que pour que je puisse préserver ma petite portion des postes de pouvoir, là où je suis dans un conflit quelque part, il faut que le système existe, parce que je dépends du système, par le principe de ramification. Donc comme un maillot dans une chaîne, un chaîneau d'une chaîne. Alors, d'autant, il faut lutter pour que le système se maintienne, parce qu'au même moment que le système se maintient, au même moment aussi, chaque maillot dans la chaîne se maintient. Peut-être que dans ce cadre-là, chacun commençait maintenant à se dire, mais président, vous nous voyez que vous avez commis peut-être une erreur. Il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas. Ça c'est un. De deux. On peut aussi se dire que certainement, l'entourage du président n'était pas préparé à cette mutation politique et qui était grave et aussi très profonde, d'une conséquence qui remettait en branle même le système en soi. Alors peut-être que tout cela, par le fait que le pire n'était pas arrivé, maintenant, comme j'ai dit, les ramifications commençaient maintenant à se reconstruire pour redéfinir une nouvelle stratégie du maintien du système.
Et c'est comme ça que de temps en temps, on revenait avec des stratégies, des contre-stratégies pour pérenniser le pouvoir. Mais c'était déjà trop difficile parce que la vanne venait d'être ouverte. Donc l'eau coule maintenant, on ne sait plus l'arrêter. Oui, de l'eau a coulé dans tous les sens. Oui. Est-ce que cela exprime ce que je dis, une démocratisation de l'arme, comme je dis? C'est la conséquence, c'est l'expression de l'arme de Mobutu pour laisser la situation couler de cette façon? C'est comme ça que j'ai dit que peut-être que Mobutu voyait déjà qu'il ne saura pas résister. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mobutu était parmi les chefs d'État le mieux informé, le mieux renseigné. Un système politique qui était très bien mis en place, qui fonctionne déjà pendant plus de 2 décennies. Et Mobutu ne minimisait rien et il faisait recours à tous les cerveaux possibles pour renforcer ce pouvoir. Alors peut-être qu'il savait, parce qu'il y a un événement important, peut-être qu'on va y revenir. Mais Mobutu avait précédé ça par des constitutions nationales. Ce discours-là n'est pas tombé du ciel. Évidemment, il avait désigné Mokolo Apombo, qui a sillonné la République, qui a réuni, je crois, il a fait de plus de 6228 mémorandums dans lesquels les Aïwa à l'époque, les Congolais, se sont exprimés par rapport au système politique congolais, au pouvoir de Mobutu. Alors Mobutu avait tous les tenants, tous les aboutissants de ce que les gens pensent de ce système. Ça c'est à l'interne, mais il avait aussi des feedbacks importants de ce que la communauté internationale, les autres pensaient de ce pouvoir. Et aussi avec l'horizon politique qui se dessinait déjà avec l'assassinat de Ceausescu, le président roumain, avec la perestroïka de Gorbatchev, et avec la conférence de Abiyarimana. Donc, oui, Abiyarimana, ça c'est arrivé après oui. Cette date-là, mais oui, tout cela, donc il y avait une dynamique qui était déjà mise en place, qui était une machine, un rouleau compresseur devant lequel vous vous adaptez à la logique de ces rouleaux compresseurs. Vous pouvez encore continuer à survivre, tant bien que mal, ou alors, si vous ne voulez pas vous adapter, il vous ébranle et puis vous êtes fichu. Oui, nous allons passer à cette, disons, le résultat ou la suite logique des consultations nationales, c'est-à-dire la conférence nationale souveraine. Mais avant d'y arriver, est-ce que ce discours a produit des conséquences dans l'impair et sur le plan de la politique nationale et effectivement internationale? Oui, les discours qui étaient le fruit de cette cogitation des mémorandums a produit un impact important. Je peux même dire a transformé la cosmogonie politique congolaise ou zaïroise de l'époque. Parce que c'est à partir de ces jours-là, depuis plus de 2 décennies et demie, on était dans un système monolithique. D'abord un système qui est parti avec le coup d'État du 24 novembre 1965 de 100 partis politiques pendant plus ou moins 2 ans avec le corps de volonté pour la République, le CVR. Après, l'UMPR qui s'est installé d'abord comme un parti avec possibilité d'avoir sa doublure, un deuxième parti, mais qui n'a jamais fonctionné. Finalement, l'UMPR s'est consolidé pour s'institutionnaliser, devenir parti-État. Avec tout cela, donc ce 24 avril, Mobutu laisse tomber tout pour rentrer maintenant à la journée du 15 septembre 1960, lorsqu'il a neutralisé Kasavubu Lumumba, parce que c'est ce jour-là qu'on a mis un terme aux 40 partis politiques qui existaient. Et quand il a pris le pouvoir, il a continué avec la fermeture, donc le non-existence des partis politiques, pour finalement remettre l'UMPR comme la seule institution. Donc tout cet arsenal politique qu'il a mis en place, c'est 24 avril 1990, il va le balayer d'un mètre de revers. Alors tout cela, ça a un impact important. C'est ce qui a permis finalement, depuis ce temps-là, tant bien que mal, la démocratie a commencé à s'installer petit à petit, jusqu'en 1997, lorsque l'AFDL est arrivé. L'AFDL qui devait faire la continuité de cette vision, malheureusement, il a rompu pour rentrer à la case de départ, d'abord en faisant la même chose que Mobutu a fait. Je dirais même plus que lui, parce que Mobutu avait d'abord suspendu les partis politiques, mais l'AFDL suspend les partis politiques, mais se place seul
comme parti politique et il restaure d'une autre manière le parti unique. Parce que la FDL dit, si vous voulez participer à l'exercice du pouvoir en RDC, parce qu'il a changé la domination du pays, il faut venir nous rejoindre dans la FDL. Donc, les partis confisquent aussi les attributs du pouvoir. Ça, on peut même dire que c'était un peu plus dur que même la construction du impère qui est allée progressivement pour arriver au parti État. Donc, malheureusement, cette période va être courte parce qu'avec l'avènement du président Joseph Kabila, il va revenir sur la construction de la démocratie congolaise avec Sun City où maintenant les institutions, les forces vives vont se retrouver pour redéfinir maintenant les contextes politiques. Mais tout cela est parti de ce discours du 24 avril 1990. Et on a vu les premières élections, on a vu les installations des institutions, et jusqu'à aujourd'hui, la démocratie continue à se consolider, bien que c'est encore un parcours de combattants, mais au moins on évolue maintenant dans un système démocratique qui s'est construit de jour au jour. Mais à partir de cette date, l'autorité suprême de Mobutu était mise en cause. Tout à fait. La conférence nationale qu'il convoqua lui-même se retourna contre lui. Elle se transforma en tribune d'injure à l'endroit de Mobutu. Même ses plus proches collaborateurs d'immédiat lui insultaient. Et finalement, Mobutu prend encore une autre décision de rentrer dans son village natal pour laisser. Et nous avons lu un document où Tshisekedi Mobutu disait à ses collaborateurs qui le suppliaient pour qu'il rentre à la capitale, non, je laisse Mosengo et les autres qui veulent diriger le pays, qu'ils le dirigent. Est-ce que cette décision a été aussi salutaire pour Mobutu? Peut-être pour se remémorer, trouver un peu un nouveau souffle, ou ça produit encore de difficultés dans le fonctionnement de la République? Oui, je vais revenir sur sa décision de se retirer à Kawele pour observer un peu de loin ce qui s'est passé. Mais je voudrais réagir en disant que la convocation de la conférence nationale, d'abord c'était la conférence nationale tout court, mais ce n'était pas, bien que le président qui a convoqué, il a convoqué comme chef de l'État, mais ce n'était pas sa volonté. C'était la pression qui était devant lui, une pression interne d'abord, le peuple qui en avait marre du régime. En même temps, il y avait la coalition de l'opposition qu'on appelait l'Union sacrée qui était mise en place. Donc, ils ont exprimé de manière un peu plus ou moins fidèle les attentes du peuple pour l'obliger à faire cette conférence nationale. Mais Mobutu n'était pas pour la version de la conférence nationale. C'est comme ça que, cherchant à maîtriser toujours la direction des choses, lui va proposer la conférence constitutionnelle. Et les débats étaient là, parce que par la conférence constitutionnelle, il était question qu'un certain nombre de personnes se retrouvent avec un seul sujet, la Constitution. Et élaborer une nouvelle Constitution pour la République qui reflèterait les préoccupations profondes, n'est-ce pas, des Congolais. Mais pour les autres, c'est-à-dire l'opposition, notamment l'Union sacrée, et le peuple derrière, il fallait d'abord faire l'autopsie de la situation, comme on disait, éventrer le bois pour savoir qui a fait quoi et comment on est arrivé à la situation. Alors, ce sont ces deux conférences qui vont d'abord à préliminaire se mettre à duel jusqu'à ce que, finalement, par la force des choses, Mobutu accepte qu'il y ait une conférence nationale. La conférence s'ouvre. Mais en fin de compte, la conférence va s'autoproclamer une conférence souveraine. La souveraineté de la conférence, c'était par rapport, finalement, à la finalité de la conférence. Lorsque la conférence va se clôturer, qui va exécuter les décisions qui vont être prises par la conférence? Parce qu'elle est déjà souveraine. Alors, parce que, à toute logique, il y a un chef de l'État qui est là, c'est Mobutu, qui représente l'ancien système pour lequel on ne fait plus confiance. Alors, la conférence a résolu mieux de se dire il faut qu'elle-même exécute, n'est-ce pas, ses décisions. C'est à cela que le débat sur la souveraineté de la conférence nationale va s'installer pour se démarquer, pour obliger Mobutu
de ne pas être le point d'exécution, le point focal d'exécution, donc sinon, il le ferait des résolutions de la conférence. Alors, la décision de se retirer de Kaouélé. Oui, la décision de se retirer, bon, on peut dire que ce n'était pas une bonne décision d'emblée. Mais pourquoi cette décision? Je crois que Mobutu, je disais que c'était un chef qui était suffisamment informé, mais de ces informations, certainement, il avait déjà vu dans le firmament comment ce régime était en train de dégringoler jusqu'à disparaître. Donc, un régime à décadence, il le voyait. Et aussi, vous allez vous rappeler que pendant qu'il se retire de la capitale, il est en retrait en aparté pour voir les autres. Donc, il a boudé les résultats de la conférence nationale. Il veut le voir comment ils vont se faire. Mais en même temps aussi, il y avait aussi d'autres pressions extérieures devant lui parce que le monde occidental commençait maintenant à lui proposer une voie de sortie noble qui était d'aller en exil. Il lui a été proposé l'exil au Brésil, dans beaucoup de pays, avec 150 personnes de son choix, etc. Mais Mobutu n'était pas chaud pour cette formule. Bref, il n'en voulait pas. Mais devant cette pression-là, alors, il boude d'abord les institutions qui sont mises en place par la Conférence nationale souveraine qui fonctionne à Kinshasa. En même temps aussi, il boude les sollicitations extérieures de lui offrir un exil paisible. À fait des comptes, il va comme un enfant qui n'a pas trouvé guère de cause au salon, il est derrière la maison, il va ronfler, ronronner là-bas. Mais à un moment donné, sur le plan sécuritaire, les services de la CIA l'ont secoué parce qu'on a bousillé même ces mécanismes de communication pour lui montrer qu'à tout moment, on pouvait se saisir de lui et qu'il n'était pas inamovible comme il le pensait. Donc, ça n'a pas été une bonne décision, mais je crois qu'à un moment donné, il avait lâché, il était contraint parce qu'il avait compris qu'on n'a pas confiance à lui à l'interne, le peuple lui a tourné le dos, même ses militaires n'étaient plus derrière lui, et puis les actions qu'on a mises en place, c'est pour l'humilier chaque jour. Le débat démocratique s'est installé avec la liberté d'expression, tout le monde pouvait dire ce qu'il pouvait dire. Il savait aussi que, bien que formellement, on n'a pas très bien présenté ces rapports, les rapports sensibles, notamment les rapports de Bien Malaki et les rapports d'assassinat, surtout les rapports d'assassinat, que tout le monde voulait savoir qui est le responsable local de l'assassinat de Lumumba et que les rapports assemblés le présentaient comme l'épicentre de ces décisions. Donc tout cela, attaquer un individu, attaquer un être humain, ça pesait sur sa conscience. C'est comme ça qu'il s'est retiré. Donc la conférence n'a pas permis à Mobutu de se requinquer sur le plan politique. En tout cas, la conférence l'affaiblit davantage parce que les choses qui se chuchotaient, qui étaient connues peut-être dans les officines politiques, dans le milieu, dans les précarés, des gens qui sont suffisamment informés sur la vie, sécurité de l'État, c'était pratiquement exposé lors de la conférence. Souvenez-vous, les déclarations de politique générale de toutes les forces vives de la nation à la conférence nationale, les gens ont parlé de tout et de rien. Il n'y avait plus de tabou, il n'y avait plus de secret d'État, il n'y avait plus de ce qu'on pouvait cacher. Souvenez-vous alors de ces deux rapports surtout, Bien Malaki et assassinat. Tout cela, Mobutu a vu comme si on l'a mis à nu, on l'a humilié. Lui qui disait que c'est le peuple congolais qui lui doit, n'est-ce pas? Maintenant, on va le présenter comme le plus mauvais de la République. Alors tout ça, ça ne pouvait que jouer aussi sur sa psychologie, sur sa conscience. Et peut-être que la meilleure manière pour lui de se requinquer, maintenant d'une autre manière, c'était de se rattacher dans la forêt là-bas, à Kaouélé, pour être à côté des villageois, des animaux, tout là, ça. Il se défoulait. Loin, il se défoulait, exactement. Mais Mobutu, longtemps soutenu par les États-Unis, la Belgique, la France, vraiment, ce sont ces gens-là qui ont assuré sa présence ou sa longévité, on peut dire ainsi. Mais pourquoi il a été aussi si facilement, aussi brutalement lâché comme ça? Bon, ce n'est pas, en tout cas, si facilement, si brutalement. C'est-à-dire que les choses commencent à se construire. D'abord, il faut repartir au point de départ. Mobutu représentait la protection du système capitaliste au cœur de l'Afrique, en Afrique centrale. Nous sommes là dans la période de la guerre froide. Tout à fait. Mobutu était avec le Zaïre qui était considéré comme le bouchon pour ne pas permettre
l'entrée et la progression du communisme en Afrique centrale et en allant vers l'Afrique australe. Surtout qu'il y avait déjà un pays à côté de nous, notamment l'Angola, qui était l'allié pro-communiste, allié des Russes, de l'Union soviétique, et à face de nous aussi, un autre Congo, mais qui était populaire, pro-communiste, pro-soviétique. Donc, le rôle de Mobutu, c'est le rôle qu'il a joué sur le plan géopolitique et géostratégique de défendre l'idéologie capitaliste pendant la période de la guerre froide. Mais les choses avaient évolué. Les choses avaient évolué avec la chute du communisme en Union soviétique, de la suite de la perestroïka et de la glasnost avec Gorbatchev, l'effondrement du mur de Berlin avec la chute de tous les partis socialistes de l'Europe de l'Est, le démembrement de l'URSS. Tout ça, c'était des signes qui montraient que non, les choses bougent. En même temps, même dans le monde capitaliste, on savait dorénavant que la guerre idéologique est en train de s'arrêter pour ouvrir la voie à une autre guerre. Maintenant, c'est la guerre de la démocratie, la guerre des droits de l'homme, la guerre de bonne gouvernance qui s'installe avec la mondialisation et la globalisation. Alors, Mobutu voyait tout ça, il savait que c'était déjà des événements précurseurs, des préludes pour montrer que, notamment, les choses évoluent. Dans le camp capitaliste, il y avait la rencontre qu'on appelait à l'époque France-Afrique. La rencontre France-Afrique, si je n'ai pas oublié, ça doit être à 88, 89, je crois. Les pays africains autour de Mitterrand se retrouvent à la ville de Bole. Et Mitterrand sort la cartouche pour dire que dorénavant, les droits de l'homme. Dorénavant, le pays qui va appliquer la démocratie, qui va protéger les droits de l'homme, la bonne gouvernance, etc., ce sont des compagnons de la France qui bénéficient de l'aide de la France. Mais ceux qui vont s'abstiner à rester dans la gestion autoritaire ou autocratique, en tout cas, ils n'ont plus l'appui de la France. Alors là, les grands dictateurs se sentent déjà visés, notamment Mobutu aussi. Et vous allez vous rappeler, une dernière conférence va se tenir encore en France, à Biarritz, où Mobutu participe. Mobutu qui était parmi les grands leaders africains, les doyens des présidents africains. Il arrive, mais il n'y a pas une chose pour lui. Mobutu va faire 10 à 15 minutes debout, on est en train de chercher là où on va le placer. Et Mobutu murmure. Il comprend que finalement, on m'a tourné le dos. Vous voyez, l'Occident, sachant que Mobutu n'est plus utile parce que la guerre froide est terminée. Mais en même temps, Mobutu n'a pas préparé une bonne retraite politique chez lui. Parce qu'il a oublié depuis les années 80, il a oublié avant 80, disons à partir du moment où il a nationalisé les entreprises, la zaïnialisation. Depuis ce temps-là, Mobutu ne s'occupait plus de la population du peuple congolais. C'est pour ça que la misère s'était installée. Souvenez-vous, il parlait des objectifs 80. Les Zaïre devraient être la première ou la deuxième. Le septennat de social, oui, qui n'a jamais eu lieu. Troisième place, on disait NON, Tokondima Yangote. Donc, les Congo, ou Zaïre de l'époque, devraient être la première puissance africaine ou la deuxième. Mais tout cela n'a pas été réalisé. C'est la retraite qu'il devrait préparer. Comme le Bourguiba préparait en Tunisie. Il quitte le pouvoir, mais il a laissé tout le monde salue son mémoire. Mais c'est ce que Mobutu n'a pas fait. Alors, c'est devant cette situation qu'il se retrouve. Il voit à l'extérieur, on le minimise même, il y a le feu qui brûle contre lui. Le peuple qui devait le soutenir, c'est le même peuple qui dit « Vous n'avez pas fait grand-chose pour nous ». Alors, devant cette évidence, il était pris contre, comme on dit, il était pris dans son propre piège. Merci. Vous avez peut-être anticipé un petit élément. Les Zaïre de Mobutu étaient considérés, ou on peut dire encore, est considéré, je ne sais pas si on est toujours dans l'actualité, comme un pilier de stabilité et de développement en Afrique. Est-ce que les donnes ont changé depuis le départ de Mobutu, mais depuis qu'on a tourné le dos à Mobutu, ou il n'y a plus une politique capable de redonner encore cette, je dirais, cette confiance ou cette vision de piliers de stabilité
et du développement en Afrique. Oui. Mobutu, donc le Zaïre de Mobutu a été un régime, comme je venais de dire, sous le régime de la guerre froide. Donc, pendant la période de la guerre froide, et le régime Mobutu, c'était les modèles de régime pro-américain montés de toutes pièces en Afrique pour la protection des intérêts idéologiques et stratégiques du monde occidental. En Afrique, c'était le Zaïre. En Amérique latine, c'était le Chili de Pinochet. Et nous pouvons, dans une certaine mesure, considérer pour l'Asie, c'était le régime de la Corée, mais là, c'était plus sur une autre approche. Alors, c'est comme ça que pour le monde occidental, le Zaïre exprimait ou défendait leurs intérêts et il avait bénéficié de tout l'appui. Mobutu a été récupéré de la veille de l'indépendance, lors de la table ronde de Bruxelles. D'abord, en février, la table ronde politique. Lorsque la date du 30 juin est trouvée par la magie de Cléophas Kamitate, qui a fait la moyenne entre des dates, et les leaders congolais ont estimé que l'essentiel était fait, ils sont rentrés presque tous, ils ont laissé les collaborateurs. Mobutu, qui était dans l'entourage, dans la suite du Premier ministre Lumumba, parce qu'il a travaillé avec lui, il était même, je crois, comme son particulier. Mobutu est parmi ceux qui étaient restés pour la deuxième conférence qui a eu lieu au mois d'avril, la conférence économique, qui était la conférence la plus importante, mais les Congolais, les décideurs l'ont négligé. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a affaibli économiquement le pays, parce que ceux qui étaient restés n'avaient pas beaucoup de capacité pour prendre des décisions. Alors Mobutu était resté, mais il était déjà déniché à partir de cette période-là, et il était déjà recruté dans le service de la CIA, et il considérait qu'il était préparé. Même l'acte qu'il a posé le 15 septembre 1960, en neutralisant le président de la République et le Premier ministre, il a jaugé pour voir comment les choses allaient passer. En principe, c'est ce jour-là qu'il pouvait prendre le pouvoir, faire le coup d'État. Mais il a fait à solo, il a placé d'abord les commissaires généraux, les étudiants de l'Ovanium pendant un mois, et puis après, il retourne le pouvoir à Iléo et les autres, jusqu'à ce qu'à 65, qu'il va finalement prendre effectivement le pouvoir. Donc, c'est de cette manière-là que le pays était considéré qui reflétait les intérêts du monde occidental. Alors, est-ce que cet intérêt existe jusqu'aujourd'hui? C'est ça. Mais cet intérêt s'est infiltré avec la période de la démocratisation, de l'inadaptation de Mobutu à récupérer la situation dans le sens voulu du monde occidental. Je vous ai dit, on lui a proposé des voies de sortie paisibles, il n'a pas voulu, jusqu'à ce qu'il a poussé les autres à une méthode forte. C'était la guerre de libération avec l'AFDEL pour le faire partir. Mais l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL qui a été récupéré par le monde occidental pour être placé au pouvoir, arrivé, il va sortir un décor contraire. C'est-à-dire, le monde occidental, les Américains, il faut dire, nous nous sommes trompés. On croyait qu'il était devenu... il s'était revisé de ses visions lumumbistes des 60, 64, alors c'était une erreur. Et la suite, vous avez vu, on a éliminé le président Laurent Désiré Kabila. Et comme l'Occident opère pour le cadre de la RDC, de cette méthode-là, ouvrir une crise, affaiblir le pays et déplacer la zone d'influence. La zone d'influence qui était la RDC ou le Zaïre va se déplacer vers le Rwanda. On va utiliser le Rwanda comme une fenêtre, le Rwanda et l'Ouganda. Du point de vue politique, on va utiliser l'Ouganda, depuis le point stratégique militaire, on va utiliser le Rwanda. Et c'est comme ça que même la guerre qui va éclater sous Laurent Désiré Kabila, qui va couper le pays à trois, donc cette guerre va être alimentée par l'Occident. C'est Bill Clinton, le président Bill Clinton, qui va se couper à 1000 morceaux pour arriver au bout de sa logique. Et le Rwanda va bénéficier d'un appui militaire très consistant pour surveiller le Congo comme il fenêtre sur le Congo. Et c'est le rôle. Alors, maintenant que les choses semblent se remettre, peut-être que nous allons arriver à ça. Non, arrivons directement à M. Akakiwa. Parce que le réalisateur me signale qu'il nous reste 5 minutes.
le président Félix Tshisekedi venait de faire sa première sortie du continent par les États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut considérer ces voyages-là et toutes les séances de travail qu'il a réalisées aux États-Unis comme une récupération de la RDC par les États-Unis face aux discussions ou à la rivalité occidentaux-asiatique? Oui, alors ce qui est d'abord très important, c'est que ce que je sache que c'était une invitation américaine. Donc, ce sont les États-Unis qui ont présenté l'intérêt de pouvoir collaborer avec le Congo, avec l'avènement de l'actuel président Félix Tshisekedi. Donc, ça, c'est un élément important et c'est une bonne opportunité. Mais le vrai problème maintenant, c'est est-ce que la RDC va être à la hauteur de saisir cette opportunité pour la transformer en des intérêts qui vont booster le développement du Congo. Vous avez dit à toi, il ne reste que 5 minutes, mais on ne peut pas aborder ça dans le cadre de cette émission. J'ai fait une réflexion, j'ai même envoyé ça à la hiérarchie de la République. J'ai intitulé ça « Comment libérer la République démocratique du Congo des engagements internationaux conclus depuis 1885 lors de la conférence de Berlin ». J'ai fait une réflexion comme ça. C'est très très important parce que les gens gouvernent, entre guillemets, ou bien ils viennent, disent ils gouvernent sur le Congo, mais en réalité ils ne connaissent pas sur quel pays ils gouvernent. Donc parfois ils gouvernent dans le vide, dans un coquille vide. Donc le problème c'est qu'il va falloir maintenant que les intelligences stratégiques se mettent en place pour bénéficier de cette opportunité, pour requalifier nos relations d'abord avec les États-Unis. Pourquoi d'abord avec les États-Unis? Parce que ça, on ne va pas aborder ça, mais j'ai fait une petite référence. Parce que ce qui est devenu République démocratique du Congo aujourd'hui, en 1884, plus précisément le 24 avril, donc, non, le 22 avril. Le 22 avril, lors de la donc, première... deux jours avant l'édition de Mobutu. Peut-être Mobutu a fait allusion à ça. Donc, le 22 avril, les États-Unis ont été les premiers à reconnaître l'Association internationale du Congo comme un État, qui est le précurseur, qui est une structure précurseur pour la création de l'État indépendant du Congo, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, en passant par la République du Zaïre, l'État colonial belge, etc. Donc, ce sont les États-Unis qui ont influencé les autres puissances, les 14 puissances qui se sont retrouvées à la conférence de Berlin, pour reconnaître de manière synalagmatique chacune des puissances a reconnu l'AIC comme un État. Donc, nous avons intérêt à commencer à reconstruire notre rapport, nos relations diplomatiques avec les États-Unis, parce que les mêmes États-Unis sont capables d'influencer le reste des États pour nous accompagner. L'accompagnement, c'est quoi? Nous avons des choses à réclamer dans le cadre de ces engagements internationaux. Ah bon? On ne voit que l'aspect négatif, mais il y a l'aspect positif pour nous, mais nous n'avons jamais bénéficié de ça. Il y a l'acte général de conférence de Berlin institue 4 objectifs de la mission qu'on avait édicté, qui constituent donc le corpus de ces engagements-là. 2, ce sont des droits pour les puissances. Les 2 autres, qui sont des obligations pour les puissances, mais ce sont des droits pour nous, les Congolais. C'est quoi? Il fallait mettre un terme à la traite négrière ou à l'esclavagisme. Ça a été fait. Mais le deuxième, le plus important, n'a jamais été fait. C'est-à-dire, c'était améliorer les conditions de vie matérielles, non, d'abord morales et matérielles des indigènes, c'est-à-dire des Congolais. Ça, on n'a jamais fait. L'article 2 de la charte. Tout à fait. Je crois si je ne m'abuse pas, l'article 2 de la charte coloniale. Tout à fait, c'est parmi les objectifs. Cet objectif-là, il est fondamental. On n'a jamais appliqué. C'est le moment que la République démocratique du Congo devrait réclamer, à travers ce que moi j'ai proposé, une revisitation de l'acte de Berlin à ce qui concerne le Congo. Donc, dans ce cadre-là, faire comprendre que pendant plus d'une décennie à peu près, les puissances ont tiré la couverture de leur côté, mais ils n'ont pas répondu à leurs obligations. Ça, c'est un. De 2, pendant
plus de 3, 4, non, 5 décennies depuis l'institution donc de la guerre froide. Après l'indépendance chez nous, nous avons servi d'intérêt, des bastions d'intérêt de ces puissances occidentaux, plutôt de ces puissances occidentales, dans le cadre de la guerre froide. Mais qu'est-ce que nous avons gagné comme dividende? Rien gagné. Nous devons réclamer. 2, 3, c'est que nous devons aussi réclamer. Pour que ces puissances occidentales se dressent en 2 blocs idéologiques, d'une part l'Est, c'est-à-dire regroupant les pays capitalistes, de l'autre tout ça à Potsdam, en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a fallu qu'on se serve de l'uranium congolais pour neutraliser l'Allemagne, neutraliser le Japon et neutraliser l'Italie, les pays de l'Axe. C'est à cause de cet uranium que finalement les 2 blocs sont installés et on a divisé le monde à 2 blocs idéologiques qui s'est écoulé qu'avec l'avènement de Gorbatchev. Donc tout ça, le Congo devrait et doit réclamer une position, une place. Mais cette réclamation, c'est quel type de réclamation? C'est de faire justement ce que la Corée du Sud a fait avec les Américains. La première puissance. Jusque maintenant, personne ne peut défier les Américains. Nous n'avons pas une puissance militaire pour défier. J'entends les gens dire que maintenant, on ne peut pas être esclave, tout ça. Vous allez vous libérer, mais vide, sans rien. Mais faisons ce que les Coréens du Sud ont fait. Les Américains ont assiégé la Corée du Sud pour contrarier la percée de la Corée du Nord et de la Chine. Mais la Corée a utilisé l'intelligence stratégique pour transformer cette convoitise américaine, mais à une opportunité qui est devenue un partenariat. Et c'est la Corée du Sud qui est sortie gagnante parce qu'elle s'est développée. Et c'est ce que nous pouvons faire, nous aussi, Congolais. Ça, on peut revenir dans les cadres peut-être. En tout cas, M. Kakiwa, il faut que nous nous revenions parce que il faut qu'on en parle en profondeur. Oui. Comme le président Félix est encore au début de son mandat, il faut qu'on insiste. Oui, c'est très important parce que le véritable goulot de traitement de notre problème, c'est de ne pas chercher à savoir sur quel pays le Congo est installé. Je vous dis que ce Congo est à copropriété depuis le 26 février 1885. Donc, on n'a pas encore quitté ce régime. On n'a pas quitté. On va revenir. Il y a que les Congolais qui pensent avoir quitté. Non, on n'a pas quitté. Le Congo appartient à la fois aux Congolais, aux puissances et au reste du monde. C'est un. Le territoire congolais, c'est un territoire qui est construit pour toutes les puissances, à copropriété. Donc, ce pays n'est pas seulement pour nous, c'est nous et les autres, selon les engagements pris. Et enfin, ce qui est très très important, le sous-sol, c'est le mot de fond. Le sous-sol du Congo a été déterminé comme une propriété de la communauté internationale. C'est par méconnaissance historique de réalité des choses que nous considérons que le sous-sol du Congo, c'est pour nous les Congolais. Non, non, c'est pour la communauté internationale. C'est comme ça que, aussi longtemps que nous n'allons pas régler ces problèmes, nous n'allons pas exploiter ces sous-sols de manière libre, autonome et indépendante. Nous devons toujours, par consensus, collaborer avec les autres. C'est comme ça que l'affaire du contrat minier, c'est une affaire, dans les contextes actuels, on ne peut pas les résoudre avec la partie congolaise seule. Il faut aussi avec les puissances pour redéfinir les choses. C'est comme ça que nous nous proposons la révisitation d'abord de cet acte de Berlin, dans le sens de voir ce qui lèse aux intérêts des Congolais et tout en maintenant les intérêts des autres. Et pour qu'on sorte dans le cadre de cette révision sur un accord qui va être gagnant-gagnant. Les Congos gagnent, les autres aussi gagnent. Parce que c'est aussi absurde que le Congolais estime qu'à ce niveau de développement du pays, qu'il peut avoir les monopoles sur le Congo. D'autant que dans l'acte de Berlin, les monopoles ont été exclus. C'est pour ça que le Congo doit rester perpétuellement neutre. Merci, M. Kakiwa. Vraiment, c'est en dernière minute que la matière devient un peu plus succulente, mais on va, si vous promettez aux téléspectateurs que vous allez encore revenir sur notre plateau. Nous reviendrons, on va discuter parce que c'est notre manière d'apporter notre contribution à la vie de la nation, parce que nous savons. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez bien compris que c'est la fin de notre émission, bien que
nous avons légèrement débordé. Nous avions parlé du date du 24 avril que tout le monde se souvient, les discours historiques de Mobutu au cours desquels il plaira. Comprenez mon émotion. 24 avril, le parcours d'une démocratie de l'arme. C'est comme ça que nous avons intitulé notre émission d'aujourd'hui. Sur le plateau, je recevais M. Jean Akakiwa. Il est spécialiste en relations internationales, chercheur et écrivain. Je crois qu'il doit... En géopolitique. Voilà, nous étions avec lui, les chefs des travaux de l'université. Merci à Trésor Bokombi, la Maman Weko, Malthus Ndelo pour le filmage de cette émission et sa réalisation. Je vous suis très reconnaissant de votre soutien, chers téléspectateurs. Sans vous, on n'est rien. Merci.